Bonjour chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques 2. Cette semaine sera la semaine 9. Bon, c'est prévu de faire les applications linéaires en dimension finie, mais je vais me contenter dans cette semaine, dans cette vidéo, de faire des exercices et des rappels sur les notions déjà vues. Donc, pour le reste du chapitre, il nous reste à faire finalement le chapitre application linéaire en dimension finie. Comment je peux représenter une application linéaire par une matrice? Donc, il nous reste cette partie. Je reportais ça à la semaine 10, à la dernière semaine. Donc, dans cette vidéo, je vais vous rappeler juste les notions de base des espaces de dimension finie et je vais faire des exercices, uniquement des exercices. Donc, cette vidéo sera une vidéo des travaux dirigés, vous pouvez dire ça, parce que je vais vous donner l'énoncé et je vous invite à mettre la vidéo en pause et puis voir la correction par la suite. Donc, voilà pour les deux parties sur les applications linéaires et les matrices d'une application linéaire. On va voir ça, Inch'Allah, dans la semaine 10. Donc, je commence par un petit rappel. On dit qu'un espace vectoriel est de dimension finie s'il existe une famille génératrice finie de cet espace. Donc, si on peut trouver une famille génératrice finie de cet espace vectoriel, on peut dire que c'est un espace de dimension finie. Si on trouve une famille libre, ça n'implique rien. Donc, on peut trouver une famille libre dans un espace vectoriel sans que l'espace soit de dimension finie. Non. Voilà la définition. On dit que l'espace est de dimension finie si on peut trouver une famille génératrice finie de cet espace vectoriel. Dans le cas contraire, on dit que l'espace vectoriel est de dimension infinie. Les exemples fondamentaux, Rn par exemple, l'espace de n euclé, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Il est de dimension n. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez si je travaille dans Rn, je peux considérer cette famille formée par le vecteur 1, 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur que je peux noter par E1, qui contient 1 dans la première composante des zéros ailleurs, 0, 1, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur qui contient un seul 1 dans la deuxième composante et de 0 ailleurs, ainsi de suite, jusqu'à le dernier vecteur En. En, il contient 0, 0, 0, et la dernière composante est égale à 1. La énième composante est égale à 1. Donc ça, c'est une famille génératrice de Rn. Elle contient exactement n vecteurs, E1, E2 jusqu'à En. Et donc, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Vous pouvez voir mieux les choses. R2, par exemple. R2, je peux dire, il est engendré. Je peux écrire comme ça, je peux utiliser la notion de vect. Je peux dire R2 est engendré par les deux vecteurs 1, 0, 0, 1. Parce que n'importe quel xy s'écrit comme x fois le vecteur 1, 0 plus y fois le vecteur 0, 1. Donc, n'importe quel couple réel s'écrit comme scalaire réel fois le vecteur E1 plus un autre réel fois le vecteur E2. Donc, c'est une famille génératrice de R2. Dans R3 maintenant, je peux dire que R3 est engendré par les trois vecteurs suivants. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, n'importe quel triplet réel x, y, z s'écrit comme x fois le vecteur 1, 0, 0, plus y fois le vecteur 0, 1, 0, plus z fois le vecteur 0, 0, 1. Et donc, je peux voir que n'importe quel triplet réel s'écrit comme scalaire dans R fois un vecteur, le vecteur E1, un deuxième scalaire, le y, c'est un réel finalement, fois le vecteur E2, fois un réel fois le vecteur E3. Dans R4, même chose. R4 est engendré par 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et le dernier vecteur 0, 0, 0, 1. Pourquoi? Parce que n'importe quel quadriplet x, y, z, t, comment je peux l'écrire cette fois? X fois 1, 0, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, 0,
plus z fois 0, 0, 1, 0, plus t fois le dernier vecteur 0, 0, 1. Donc, on peut voir que n'importe quel quadriplé, il s'écrit comme combinaison linéaire de ces quatre vecteurs. Et donc, c'est une famille, la famille qui contient ces quatre vecteurs est une famille génératrice de R4. Donc, vous voyez, dans R2, j'ai trouvé une famille finie. Ici, elle contient deux vecteurs. Dans R3 aussi, j'ai trouvé une famille finie qui contient trois vecteurs. Dans R4, j'ai trouvé une famille qui est formée par quatre vecteurs. L'essentiel, ce sont toutes des familles finies qui contiennent un nombre fini des vecteurs. Et donc, je dis que Rn, d'une façon générale, je peux dire qu'il est engendré par une famille finie qui contient peut-être n vecteurs. Et donc, c'est de dimension finie. Si je considère maintenant l'ensemble des polynômes comme un deuxième exemple fondamental, Rn de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Je peux écrire Rn de x égale à quoi? Donc, Rn de x, c'est quoi par définition? C'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel dans R de x d'une façon générale, tel que le degré de p inférieur ou égal à n. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on note R indice n, pour dire c'est l'ensemble des polynômes ayant un degré inférieur ou égal à n. Alors, cet espace vectoriel est aussi un espace vectoriel de dimension finie. Pourquoi? Parce que je peux trouver une famille génératrice de Rn de x et cette famille est de cardinal fini. Par exemple, cette famille, formée par des quoi? Cette fois, des polynômes, parce que je travaille dans l'ensemble des polynômes. 1, x, x carré, x au cube, jusqu'à xn. Donc, le 1, bien sûr, vous pouvez le voir comme x à la puissance 0, x à la puissance 1, ainsi de suite. Donc, que pensez-vous de cette famille? On sait très bien, on sait que, quel que soit A le polynôme dans Rn de x, c'est-à-dire si A est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, alors A s'écrit comment? Constante fois 1 plus constante, une autre constante fois x, A2 fois x carré, A3 fois x au cube, jusqu'à an fois xn. Voilà, avec les AI sont tous des réels. Alors, je peux dire finalement, voilà, c'est un réel fois le polynôme constant que j'ai noté x à la puissance 0 ou bien 1. Ça, c'est constante fois le polynôme x. Une autre constante fois le polynôme x carré, ainsi de suite. Donc, je peux voir que n'importe quel polynôme dans Rn de x, il s'écrit comme combinaison de vecteurs de cette famille qui est 1x, x carré, ainsi de suite. Et puisque cette famille contient un nombre fini de vecteurs, finalement, je peux dire le cardinal de f, c'est combien? C'est n plus 1. Vous savez pourquoi? C'est de 0 jusqu'à n. On a vu ça, si je veux compter de 0 jusqu'à n, il y a n plus 1 termes. L'essentiel, le cardinal est fini finalement. Le cardinal est fini et donc la dimension de Rn de x est finie. Voilà, on dit que c'est un espace vectoriel de dimension finie. Par contre, si je considère R de x, R de x, c'est l'ensemble de tous les polynômes, de degré 1, 3, 5, 1000. Je ne peux pas savoir à l'avance le degré de polynôme. Donc, R de x, c'est l'ensemble de tous les polynômes. À coefficient réel. Et donc, je ne peux pas fixer les débuts une famille génératrice pour R de x. Je ne peux pas dire, voilà, cette famille, et j'écris des polynômes, et je dis tout polynôme de R de x s'écrit comme combinaison de cette famille. Bon, je peux dire f, c'est la famille formée par 1, x, x carré, x au cube, x à la puissance 4, mais c'est infini. X à la puissance 1000, je peux pas s'arrêter là parce que je veux considérer tous les polynômes. Donc, la famille ici, je sais que tout polynôme s'écrit comme constante fois 1 plus constante fois x plus constante fois x carré. Mais je sais pas de quel degré je veux choisir le polynôme parce que mon espace vectoriel, il contient tous les polynômes.
Et donc, je peux pas trouver une famille génératrice finie pour l'ensemble R de X. Donc, R de X est de dimension infinie. Voilà, donc pour la définition, je rappelais la définition d'un espace vectoriel de dimension finie. S'il possède une famille génératrice finie, donc on dit que c'est un espace vectoriel de dimension finie. Maintenant, qu'est-ce qu'une base? Une base, c'est une base d'un espace vectoriel, bien sûr, je dis, c'est une base de E, avec E, un espace vectoriel. On dit qu'une famille est une base de E si elle est une famille libre et génératrice, si elle est à la fois libre et génératrice. Donc, elle doit avoir ces deux propriétés, libre et aussi génératrice. Bien sûr, le fait qu'elle est génératrice, si B est une base formée par des vecteurs, si elle est génératrice, donc n'importe quel élément de E, il s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la base, c'est-à-dire x s'écrit comme constante fois x1 plus constante fois x2 plus constante fois x3, donc je peux utiliser le symbole somme comme ça. N'importe quel vecteur x dans E, il s'écrit comme combinaison des xi. Avec xi, ce sont les vecteurs ici de la base. Et donc, ici, les coefficients alpha i, on les appelle les coordonnées. Par exemple, on a vu dans les vidéos précédentes que cette famille, formée par exemple, le vecteur 1, 0, 0, 1, est une famille génératrice et libre de R2. Donc, c'est une base. Donc, F est une base de R2. Base de R2. Si je considère maintenant n'importe quel vecteur dans R2, par exemple 5 moins 1, c'est un couple dans R2. Je dois écrire comme constante fois 1, 0, plus une autre constante fois 0, 1. Donc, n'importe quel vecteur, puisqu'elle est génératrice, n'importe quel vecteur de R2 s'écrit comme combinaison linéaire de deux vecteurs 1, 0 et 0. Mais je peux remarquer, soit vous, bien sûr, vous cherchez avec la méthode, on trouve un système, voilà, on peut faire ça, par exemple, alpha fois 1, c'est alpha, alpha fois 0, c'est 0, bêta fois 0, c'est 0, bêta fois 1, c'est bêta, je fais la somme, alpha, bêta, et donc, je peux dire quoi? Que le alpha doit être égal à combien? Le 5. Le bêta, moins 1. Voilà. Donc, je peux dire finalement le 5 moins 1, il s'écrit comment? Alpha, c'est-à-dire 5 fois le vecteur 1, 0, plus moins 1 fois le vecteur 0, 1. Donc, j'ai trouvé la première composante, la deuxième composante. Le 5 et le moins 1 s'appellent les coordonnées dans cette base. Donc, le vecteur 5 moins 1 a comme coordonnées 5 et moins 1 dans cette base qu'on appelle la base canonique, parce que c'est la base la plus simple, la base canonique de R2. C'est quoi? C'est cette famille-là, formée par 1, 0 et E2, c'est 0, 1. Donc, les coordonnées du vecteur 5 moins 1 dans la base canonique, dans cette base, quelles sont les coordonnées? 5 et moins 1. 5 et moins 1. Vous pouvez déjà voir les coordonnées directement puisque c'est la base canonique. Si je considère un autre exemple, si je travaille dans R3 par exemple, je peux vous donner la base canonique de R3. Vous pouvez imaginer c'est quoi la base canonique? Je vais noter comme ça, BC pour dire c'est la base canonique. Elle est formée par trois vecteurs, 1, 0, 0. Le deuxième vecteur, c'est 0, 1, 0. Et le troisième vecteur, c'est E3 égale 0, 0, 1. Donc, c'est une famille libre et génératrice, donc c'est une base. C'est pas la peine de faire redemontrer les choses, on a déjà fait ça dans des vidéos précédentes. Maintenant, je considère n'importe quel triplé. 4, moins 1, 1 demi. Je peux voir que ceci s'écrit comme 4 fois le vecteur 1, 0, 0. Plus moins 1 fois le vecteur 0, 1, 0.
plus 1 demi fois le vecteur 0, 0, 1. Vous voyez, donc c'est écrit comme 4 fois le vecteur E1, plus moins 1 fois le vecteur E2, plus 1 demi fois le vecteur E3. Et donc, les coordonnées du vecteur 4 moins 1, 1 demi dans la base canonique sont 4, moins 1 et 1 demi. 4, moins 1 et 1 demi sont les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique. Si je travaille dans R4 maintenant, c'est quoi la base canonique de R4? Je vais écrire BC encore. Elle est formée par 4 vecteurs, qui est le vecteur 1, 0, 0, le vecteur 0, 1, 0, 0, le vecteur 0, 0, 1, 0 et le vecteur E4, 0, 0, 0, 1. C'est une famille libre, génératrice dans R4 et donc c'est une base. Maintenant, si je considère n'importe quel quadriplé, par exemple 4, moins 1, 1 demi, exponentielle 3. C'est un quadriplé, les 4 composantes sont des réels, donc c'est un quadriplé réel, c'est-à-dire appartient à 4. Puisque c'est une base, donc elle est en particulier cette famille, une famille génératrice, et donc n'importe quel quadriplé, en particulier ce quadriplé, il s'écrit comme combinaison de 4 vecteurs, E1, E2, E3, E4. Donc, on peut trouver directement cette combinaison. Je peux dire que ce quadriplé s'écrit 4 fois le vecteur E1, plus moins 1 fois le vecteur E2, plus 1 demi fois le vecteur E3, plus exponentielle 3 fois le vecteur E4. Et donc, je peux dire que 4 moins 1 demi et exponentielle 3 sont les coordonnées de ce vecteur, que je peux noter E par exemple, dans la base canonique. Je travaille dans maintenant R3 de X. R3 de X, c'est l'ensemble de polynômes à coefficient réel, tel que le degré de ce polynôme est inférieur ou égal à 3. Voilà, donc c'est un polynôme quelconque à coefficient réel, essentiel, le degré doit être inférieur ou égal à 3. La base canonique de R3 de X, c'est la famille formée par 1, X, X carré, X au cube. C'est une famille libre. Et génératrice de R3. Donc, c'est une base. Et on appelle cette base la base canonique. Toujours pourquoi on appelle base canonique? Parce que on peut voir directement, facilement, les coordonnées de n'importe quel vecteur dans cette base. Par exemple, si je considère un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, soit u de x par exemple, est égal à 1 plus 2x carré plus x au cube. Voilà, c'est un polynôme dans R3 de x. Le degré est inférieur ou égal à 3. Quelles sont maintenant ces coordonnées dans la base canonique? Je peux noter ça, c'est grand E1. Ceci, ou bien E0, c'est mieux, parce que le degré, c'est 0. E1, parce que le degré, c'est 1. E2, parce que le degré, c'est 2. Et E3. Donc ça, c'est 1 fois E0. Je vois pas le x, donc je peux dire 0 fois E1. Parce que ici, je vois pas dans l'expression constante fois x. Donc certainement, je peux ajouter plus 0 fois x. Ça change rien. Donc 0 fois E1 plus 2 fois x carré, donc fois 2 fois E2, plus 1 fois E3. Donc j'ai pu écrire n'importe quel polynôme, en particulier le polynôme E de x, comme combinaison de E0, E1, E2, E3. Donc les coordonnées du polynôme U, ou bien je peux dire du vecteur U, parce qu'on travaille dans l'espace vectoriel de vecteur U, dans la base canonique BC sont, quelles sont les coordonnées? 1, 0, 2 et 1. Voilà les coordonnées. Ce sont les coordonnées dans la base canonique.
Bien sûr, on a parlé l'autre fois dans la vidéo précédente qu'il y a une infinité de bases. Il n'y a pas une seule base pour n'importe quel espace vectoriel. Je peux trouver une deuxième base ou bien troisième base. Finalement, il y a une infinité de bases. Bien sûr, lorsque je change la base, les coordonnées vont changer. Si je considère R2, je reconsidère R2 encore une fois. Et je considère cette famille formée par le vecteur E1, c'est 1, 0. Et le vecteur E2, cette fois, c'est 1, 1. C'est pas la base canonique. Encore, c'est une base et est une famille libre et génératrice. Voilà. Ou bien on peut démontrer qu'elle est libre et de cardinal 2. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'ai dit, soit pour démontrer que c'est une base de R2, soit vous démontrez qu'elle est libre et génératrice, soit on peut dire qu'elle est une famille libre de cardinal 2. Le cardinal 2, parce que je sais très bien que la dimension égale la dimension de R2. Donc, puisque c'est une famille qui contient deux vecteurs, exactement la dimension de l'espace, et elle est libre, donc c'est une base. Base de R2. Ou bien vous démontrez, vous utilisez la définition libre et génératrice, donc c'est une base. Base de R2. Ou bien on démontre, pour démontrer que c'est une base, on dit c'est une famille génératrice de cardinal 2, c'est égal à la dimension de l'espace, donc c'est une base de R2. Donc, si on connaît déjà la dimension de notre espace, on sait très bien que R2 est de dimension 2, parce que j'ai déjà trouvé une base de cet espace qui contient deux vecteurs. Donc, je peux dire que la dimension de R2 égale à 2 exactement. Donc, cette famille, je sais qu'elle est libre, je peux démontrer qu'elle est libre, et je vois qu'elle contient combien de vecteurs? Deux vecteurs. Donc, libre de cardinal 2, c'est une base. Ou bien, pour démontrer que c'est une base, je peux démontrer qu'elle est libre et génératrice. Ou bien, génératrice et de cardinal 2. Donc, il y a trois méthodes pour démontrer que c'est une base de R2. Bon, on va supposer que c'est une base de R2. Maintenant, juste, je vais chercher les coordonnées. C'est ça mon but. Donc, on va admettre que c'est une base de R2. En particulier, elle est génératrice. C'est donc tout vecteur de R2 s'écrit comme combinaison de ces deux vecteurs. Je considère un vecteur quelconque de R2. Par exemple, le vecteur 5 moins 1. Je veux chercher les coordonnées du vecteur 5 moins 1 dans cette nouvelle base. C'est pas la base canonique, c'est une nouvelle base main. Alors, je dis 5 moins 1 appartient à R2, donc elle s'écrit certainement comme alpha fois E1 plus bêta fois E2. Pourquoi? Parce que c'est une base. F est une base. On a admis ça. Est une base de R2. Ah, donc, on va travailler sachant que cette famille est bien une base, donc en particulier, elle est génératrice, et donc n'importe quel vecteur de R2, il s'écrit comme ça. Et donc, je vais chercher le alpha, bêta. Ce sont les coordonnées dans cette base. Les coordonnées, donc alpha fois le E1, c'est 1, 0. Voilà, vous voyez le E1. Plus bêta fois le E2. Vous voyez le E2, c'est 1, 1. Je cherche quoi? Alpha et bêta. Alpha 0 plus bêta, bêta. Je fais la somme, alpha plus bêta, virgule bêta. Donc, ça, c'est 5 moins 1. Et donc, par conséquent, 5 égale alpha plus bêta, moins 1 égale bêta. Et donc, j'ai trouvé déjà bêta égale moins 1. Et puisque bêta égale à moins 1, je peux le mettre ici. Donc, pour trouver alpha, alpha égale combien? 5 plus 1, ça fait 6. Et donc, j'ai trouvé les coordonnées. Alpha égale 6, bêta égale à moins 1. Je remplace alpha ici par 6, bêta ici par moins 1. Donc, je peux dire que 5 moins 1 s'écrit comme 6 fois le vecteur E1 plus moins 1 fois le vecteur E2. Et donc, les coordonnées du vecteur 5 moins 1 dans cette nouvelle base, dans la base
que je notais par f sont, quelles sont les coordonnées? 6, moins 1. Bien sûr, juste si vous voulez vérifier que vraiment ce vecteur s'écrit comme 6 fois E1 plus moins 1 fois E2, on peut refaire le calcul pour vérifier. 6 fois 1, 0, plus moins 1 fois le vecteur 1, 1. Faites la somme. 6 plus moins 1, vous allez trouver le 5. Donc ici, 6 fois 1 plus moins 1 fois 1. Ça donne le 5. 6 fois 0 plus moins 1 fois 1, ça vaut moins 1. Et donc voilà, le calcul est bon, cette égalité est correcte. Donc oui, on a trouvé que 5 moins 1 s'écrit comme 6 fois E1 plus moins 1 fois E2. Avec E1 sur le vecteur 1, 0, E2 sur le vecteur 1, 1, sachant que cette famille E1, E2 forme une base. Donc, je peux dire que le vecteur a comme coordonnées 5 et moins 1 dans cette base qu'on a notée par F. Donc, vous voyez, à chaque fois que je change la base, les coordonnées vont changer. Si je passe maintenant aux propriétés de sous-espaces vectoriels en dimension finie. Si je travaille dans un espace E, voilà, E, un espace vectoriel déjà de dimension finie, donc il possède une base finie, ainsi de suite. Si F est un SEV, si F est un sous-espace vectoriel de E, donc certainement F est de dimension finie aussi, et je peux dire que la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E. Donc, si F est un SEV de E, alors la dimension de F est inférieure à la dimension de E. Toujours, il faut mettre dans la tête que la dimension de n'importe quel espace vectoriel, c'est quoi? C'est un entier naturel, soit 0, 1, 2, 3, donc c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, quand la dimension de F égale 0, si F ne contient que l'élément neutre. Donc, regardez par exemple, si je travaille dans R2. Donc, on sait à l'avance que la dimension de R2 égale à quoi? Égale à 2. On a déjà parlé de ça pas mal de fois. Maintenant, si je considère F un sous-espace, par exemple, F, c'est l'ensemble de couples réels tels que X égale Y. On a démontré dans une vidéo précédente que F est un SEV, sous-espace vectoriel de R2. D'accord? Donc, je sais alors que la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de l'espace E. Puisque F est un sous-espace de R2, alors la dimension de F inférieure ou égale à la dimension de E. Puisque la dimension de E égale à 2, donc je peux dire la dimension de F c'est ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. Donc 3 possibilités. La dimension d'un sous-espace ne peut pas dépasser la dimension de E elle-même. Et la dimension est toujours un entier naturel. Bien sûr, la dimension de l'élément neutre du couple 0, 0, c'est 0. Vous savez ça. Donc, une seule possibilité, la dimension de l'élément neutre, le sous-espace qui ne contient que l'élément neutre, soit égale à 0. La dimension d'une droite vectorielle, qui est engendrée par un seul vecteur, est égale à 1, et la dimension du plan vectoriel est égale à 2. Ça, ce sont juste des remarques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on a F un sous-espace vectoriel, je reviens juste à la présentation, voilà. Si je sais la dimension de E et je sais que F est un sous-espace de E, alors je peux conclure que la dimension de sous-espace est inférieure ou égale toujours à la dimension de E. Et on a égalité. Quand je peux dire la dimension de F égale la dimension de E? Lorsque le sous-espace F égale à E. Autrement dit, si je travaille dans R2, ça c'est R2. Et je sais que la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E parce que F est un sous-espace vectoriel de E. Alors, je me demande, est-ce que la dimension de F égale la dimension de E? Ça, c'est dans un seul cas, si F égale à E. Lorsque F égale l'espace R2, ici, je dis E, c'est R2, dans ce cas, la dimension de F égale la dimension de E. Mais c'est clair ici que F n'est pas R2 tout entier, parce qu'il y a des couples réels qui ne vérifient pas cette propriété. Par exemple, 1, 3 appartient à R2, mais 1, 3 n'appartient pas à F. Donc, c'est clair que euh, l'espace F ou bien l'ensemble F, c'est différent de l'ensemble R2 parce qu'on a ajouté une condition ici stricte.
F, c'est l'ensemble du couple réel qui vérifie cette condition. Pas forcément que tout couple réel vérifie cette condition. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, il est impossible que F soit égal à R2. Donc, on élimine. Voilà. C'est impossible que la dimension de F égale à 2. Donc, on dit soit la dimension égale 0, soit la dimension est égale à 1. Donc, j'aimerais dire quoi par cette remarque? D'une façon générale, si F est un SEV sous-espèce vectorielle de Go, alors la dimension de F inférieure ou égale la dimension de E. Et toujours la dimension de F est supérieure ou égale à 0. Maintenant, si F est un sous-espace vectoriel de E, un seul cas où la dimension de F égale la dimension de E, ceci est équivalent à dire que F égale. D'accord? Donc voilà la première remarque. Et la deuxième remarque. Si F est un SEV, dimension de F inférieure à dimension de E. Est-ce qu'on peut avoir l'égalité? Oui, dans un seul cas. F égale E. Oui, même. Tout sous-espace vectoriel d'un espace de dimension finie admet un supplémentaire. On va parler du supplémentaire dans les exercices. Vous allez, bon, on a parlé d'un espace vectoriel supplémentaire dans des vidéos précédentes, mais je vais vous rappeler par les exercices. C'est mieux de voir les choses avec des exercices pour se rappeler qu'est-ce qu'un espace vectoriel supplémentaire. Maintenant, la formule de Grassmann. La formule de Grassmann, elle dit quoi? Si on a deux sous-espaces vectoriels, F et G, donc, je travaille dans un espace de dimension finie. Donc, je sais que n'importe quel sous-espace de E, et lui aussi, est de dimension finie. Alors, la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection donne la dimension de F plus G. Aussi, je veux vous expliquer cette formule de Grassmann dans les deux exercices à venir. Donc, on va corriger deux exercices dont le but est de déterminer parfois la somme de deux sous-espaces vectoriels. Maintenant, juste si on veut appliquer cette formule lorsque F et G sont en somme directe, je vous rappelle, je dis que la somme est directe si l'intersection ne contient que d'éléments neutres. Alors, si l'intersection ne contient que d'éléments neutres, donc F inter G ne contient que 0 et la dimension dans ce cas est nulle. Et donc, j'aurai dimension de F plus G égale la dimension de F plus la dimension de G. Allez, on va faire un exercice pour mieux comprendre ces formules sur les dimensions, et en particulier la formule de Grassmann. Voilà un petit exercice. Donc, je vous invite à mettre en pause la vidéo, essayez de faire l'exercice et puis regardez ou bien remettre la vidéo en marche pour voir la correction. Donc, dans cet exercice, comme vous voyez, on travaille dans R2 parce que F, c'est l'ensemble de quoi? Du couple dans R2. G, c'est l'ensemble de quoi? Encore du couple dans R2 qui vérifie une condition. Donc, vous pouvez lire F, c'est l'ensemble de quoi? G, c'est l'ensemble de quoi? La première question, montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de R2. Donc, ici, pour rappeler la vidéo sur les sous-espaces vectoriels. Donc, dans la première question, on va démontrer que F est un sous-espace de R2. Même chose dans et que G aussi, c'est un sous-espace vectoriel de R2. Dans la deuxième question, on va déterminer une base de F et une base de G. Donc, ça sert, cette question, à rappeler la notion de base, libre et génératrice. Et la troisième question, c'est sur la somme directe de F et G, montrer que la somme directe de F et G est égale à R2, ici pour rappeler la notion de somme directe, supplémentaire, formule de Grassmann, ainsi de suite. Donc, c'est un bon exercice pour rappeler les notions, toutes les notions déjà vues dans le chapitre espace vectoriel. Voilà, on va commencer par la première question. Donc, voilà l'exercice. Je vais commencer la correction. Je note F, c'est l'ensemble des vecteurs U qui s'écrivent sous la forme XY dans R2. Donc, c'est l'ensemble de couples. Donc, toujours, je vous rappelle, lorsqu'on a un ensemble, il vaut mieux de lire l'ensemble, comprendre l'ensemble. Comment je peux lire l'ensemble? Je dis F, c'est l'ensemble. Je vois comme ça des accolades. Donc, je dis F, c'est l'ensemble de quoi? La nature des éléments. Ce sont deux couples. Et là, c'est la condition d'appartenance qui vérifie quoi? Donc, F, c'est l'ensemble de couples réels qui vérifie quoi?
x plus y égale à 0. Encore, au lieu de lire x plus y égale à 0, on peut dire x, ça représente la première composante, y représente la deuxième composante. Donc, maintenant, comment je peux comprendre l'ensemble f? C'est l'ensemble de couples réels tels que la somme de ces deux composantes est nulle. Voilà, comme ça, je peux imaginer les éléments dans f. G maintenant, G c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme xy. Donc G, lui aussi, c'est l'ensemble du couple réel. La condition d'appartenance, x moins y égale à 0. Je dois comprendre l'ensemble. G, c'est l'ensemble du couple réel tel que la différence entre la première composante et la deuxième composante est nulle. Là, j'ai bien compris en principe l'ensemble F et l'ensemble G. Je commence. Dans la première question, on va démontrer que, montrant que F est un SEV de R2 et G aussi est un SEV de R2. Donc, montrons que F est un sous-espace vectoriel de R2. Et puis, on va démontrer dans la même question que G est un sous-espace vectoriel de R2. Bon, je vous rappelle les points pour démontrer que F est un sous-espace vectoriel de R2. Donc, on doit démontrer que F est non vide, il contient au moins un élément. Donc, d'une façon générale, on a dit, on prouve que l'élément neutre, il est dans un élément de F. Donc, c'est quoi l'élément neutre? 0, 0. 0, 0 est-il dans F? Est-ce qu'il vérifie ce vecteur la condition d'appartenance? Oui, la somme de ces deux composantes est nulle. Donc, 0, 0 appartient à F. Et donc, j'ai fait la conclusion, F n'est pas vide, il contient un élément. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour dire que F est un sous-espace vectoriel de R2, il faut qu'il soit stable par la somme de deux vecteurs et stable par multiplication par un scalaire. Encore, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je considère deux vecteurs, soit U et V, dans F, les deux éléments sont dans F, c'est-à-dire U, il vérifie cette condition, V, lui aussi, il vérifie cette condition. Donc, je vais noter U, c'est égal à quoi? Par exemple, XY. V est égal à quoi? X', Y'. Voilà, donc U égale XY, V égale X', Y', et les deux vecteurs sont dans F. C'est bon. Maintenant, je dois démontrer que F est stable par la somme, c'est-à-dire, je veux montrer que U plus V reste dans F. C'est ça mon but. Donc, on veut démontrer que si U dans F, V dans F, la somme est dans F. Tout d'abord, je commence par calculer U plus V. U, c'est XY, V, c'est X', Y'. Je fais la somme. X plus X', Y plus Y'. Voilà, j'ai trouvé un couple. Voilà sa première composante. Voilà sa deuxième composante. Maintenant, pour démontrer que ce couple U plus V appartient à F, qu'est-ce que je dois faire? La condition d'appartenance à F, la somme de deux composantes doit être nulle. Donc, or, la somme de deux composantes, c'est-à-dire la première composante qui est X plus X', plus la deuxième composante qui est Y plus Y', doit être nulle. Pourquoi elle est nulle? Parce qu'en fait, c'est X plus Y plus X' plus Y'. X plus Y, c'est 0. X' plus Y', c'est 0. Pourquoi 0? Parce que déjà, on a dit que le couple U appartient à F. Donc, il vérifie cette condition, c'est-à-dire la somme de ces deux composantes est nulle. X plus Y est nulle. Même chose, pourquoi X' plus Y' cette fois égale 0? Parce que V est lui aussi dans F. Donc V, c'est X', Y'. Donc il vérifie cette condition, c'est-à-dire la somme de ces deux composantes est nulle. 0 plus 0, c'est 0. Qu'est-ce que j'ai démontré? Que ce couple vérifie la condition d'appartenance à F. La somme de ces deux composantes est nulle. Donc, U plus V appartient à F. Ça y est, c'est démontré. Donc, j'ai démontré que si je considère deux vecteurs dans F, la somme reste dans F. F est stable par la somme de deux vecteurs. La troisième condition, ou bien, voilà, je démontre maintenant la stabilité par multiplication par un scalaire, c'est-à-dire quoi? Je considère un scalaire, lambda, un réel, soit un vecteur dans F. Je peux le noter par U encore.
Qu'est-ce que je dois démontrer cette fois? Montrant que lambda fois u, la multiplication par un scalaire, reste dans f. Si je considère n'importe quel vecteur dans f et un scalaire, la multiplication reste un élément de f. Vérifions ça. Lambda fois u égale à quoi? Lambda fois xy égale à quoi? Lambda x virgule lambda y. Voilà, c'est un couple donc. Est-ce qu'il vérifie la condition d'appartenance? Or, lambda x plus lambda y. Pourquoi je fais la somme? Parce que je dois vérifier si la somme de deux composantes est nulle. Pourquoi? Parce que je dois vérifier qu'il est dans f ce couple. Je peux mettre lambda en facteur x plus y. Maintenant, x plus y égale à 0. Pourquoi? Encore parce que u est dans f. Donc, lambda fois 0 égale à 0. Qu'est-ce que j'ai démontré? La somme de deux composantes de ce couple égale à 0, c'est-à-dire le couple lambda fois u est dans f et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, si je résume, je démontrerai quoi? Que f est différent de vide, f stable par la somme, f stable par multiplication par un scalaire, donc je peux faire la conclusion, f est un SEV. F est un sous-espace vectoriel de R2. Je vais faire de même maintenant pour le sous-espace ou bien pour l'ensemble G. Je veux démontrer que G est un sous-espace vectoriel. Donc, si tu n'as pas arrêté la vidéo et tu n'as pas essayé avec F, au moins tu dois arrêter là la vidéo et tu vas essayer de démontrer cette fois que G est un sous-espace vectoriel de R2. Voilà, c'est toujours la première question. Mais on va démontrer maintenant que G est un sous-espace vectoriel, SEV, de R2. Trois étapes, les mêmes trois étapes, montrant que G est non vide, et pour ce faire, il suffit de montrer que G contient au moins l'élément neutre, qui est le couple 0,0. Allez, on vérifie ensemble. Est-ce que le couple 0,0 vérifie cette condition? Oui, la différence entre 0 moins 0, ça donne 0, donc appartient à G. Donc voilà, G, il contient un élément, le couple 0,0. Donc G est différent de vide. C'est pas vide, il contient un élément. Deuxième point, montrant cette fois que G est stable par la somme de deux vecteurs. C'est-à-dire quoi? Je considère deux vecteurs dans G, soit U par exemple, un couple XY, et V, un couple X', les deux vecteurs sont dans G. Et dire qu'ils sont les deux dans G, c'est-à-dire XY vérifie cette condition. Le couple X', vérifie cette condition. La différence entre X', Y' est nulle. Donc, j'ai fixé deux vecteurs U et V tels que les deux vecteurs sont dans G. Donc, ça, c'est dans G. Et aussi, ceci est dans G. Qu'est-ce que je dois démontrer? Montrant que la somme reste dans G. G est stable par la somme, c'est-à-dire, je considère deux vecteurs dans G, il faut démontrer que la somme reste dans G. Et on va commencer. Tout d'abord, je cherche la somme. XY plus X', Je fais la somme X plus X', virgule, Y plus Y'. Voilà, c'est ce couple-là. Maintenant, est-ce que ce couple appartient à G? Est-ce que je peux dire maintenant il est dans G? Il faut vérifier cette condition d'appartenance. Comment je peux lire cette condition? La première composante moins la deuxième est nulle. Voilà ma première composante. Voilà ma deuxième. Je dois faire la différence alors. Faites la différence. X plus X'. Donc, or, je vais faire le calcul. Moins Y plus Y' égale X moins Y plus X' moins Y'. Or, X moins Y est nul. X' moins Y' est nul. Pourquoi? Parce que le couple XY est dans G. Donc, il vérifie la condition d'appartenance à G. Même chose, X', Y', il est dans G. Donc, la différence X' moins Y' est nulle. La somme de deux zéros, c'est 0.
Donc, la différence entre cette composante et cette composante est nulle. Donc, oui, ce couple, il vérifie la condition d'appartenance à G. Ainsi, U plus V appartient à G. Ça y est, j'ai démontré que G est stable par la somme. Troisième point, G est stable par multiplication par un scalaire. C'est-à-dire quoi? Je considère un vecteur dans G, un scalaire réel. Je fais la multiplication, je prouve que ça reste dans G. Soit lambda dans R et U un vecteur dans G. Donc U vérifie la condition dans G, lambda c'est un réel quelconque. Lambda fois U égale à quoi? C'est lambda fois le couple XY, c'est-à-dire lambda X virgule lambda Y. Maintenant, est-ce que je peux dire que ceci est dans G? Je sais pas. Je dois vérifier la condition d'appartenance. C'est quoi la condition? Il faut que la différence entre ces deux composantes soit nulle. Allez, on fait le calcul. Or, lambda x moins lambda y égale lambda fois x moins y. Maintenant, je sais que x moins y est nul parce que le couple xy appartient à G. 0 fois n'importe quel réel, c'est 0. Donc, lambda fois u appartient à G. Ça y est, j'ai démontré que G est stable par multiplication par un scalaire. La conclusion maintenant. G est un sous-espace vectoriel de R2. Voilà, c'est terminé pour la première question. Il a dit de montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de R2. C'est fait. On peut passer maintenant à la deuxième question. Déterminer une base de F et déterminer une base de G. Donc, une base, c'est une famille libre et génératrice. Donc, je dois chercher une famille libre et génératrice de F. Je veux faire de même, je veux chercher une famille libre et génératrice de G. Voilà, on va commencer. Je mets la vidéo en pause. Tu essayes de déterminer une famille génératrice et libre de F et puis tu continues avec la correction. Allez, on va commencer par F. Donc, on va essayer de déterminant une base de F. Déjà, on a démontré que F est un sous-espace de R2. Je vous rappelle, F, c'est l'ensemble de couples dans R2, le couple réel, tel que la somme de deux composantes est nulle. Une base de F. Donc, une base, c'est une famille libre et génératrice. D'une façon générale, on commence par chercher une famille génératrice et puis on démontre qu'elle est libre, génératrice. Alors, je commence. Donc, génératrice, c'est-à-dire tout élément de F s'écrit comme combinaison de cette famille. Donc, je dis ici x, y appartient à F et je vais essayer d'écrire x, y comme combinaison des vecteurs dans F. Alors, certainement, x plus y égale à 0. On doit avoir cette relation. Et donc, ce x, c'est-à-dire la première composante, est l'opposé de la deuxième composante. Donc, le couple xy qui est dans F doit s'écrire sous la forme moins y, y. Ou encore y fois le vecteur moins 1. Je peux noter ce vecteur, par exemple, v. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Si y est le couple xy dans F, alors le couple xy s'écrit comme y fois moins 1. Y est comment? C'est un réel. Donc, le xy s'écrit comme constante réelle. Bien, voilà, un scalaire réel fois le moins 1. Donc, j'ai trouvé une famille génératrice. N'importe quel élément de F s'écrit comme combinaison d'un seul vecteur moins 1. Donc, je dis F est engendré par un seul vecteur qui est moins 1. Et une famille contient un seul vecteur, elle est de dimension 1 toujours, sauf dans un seul cas si le vecteur est nul. Vous voyez ça, c'est différent de 0, 0. Donc, la dimension de F est égale à 1. Pourquoi? Donc, c'est une famille génératrice déjà. La famille formée par le seul vecteur moins 1 est libre. Pourquoi libre? On a dit c'est différent, le vecteur est différent de l'élément neutre. Donc voilà, j'ai trouvé une base et la dimension de f égale à 1. Donc c'est quoi la base de f?
une base de f, parce qu'on a une infinité, une base de f est donnée par bf, je vais l'écrire, le vecteur moins 1. Voilà, j'ai trouvé une base de f. De la même façon, je veux chercher une base de G. Donc, je veux chercher une famille génératrice de G, je démontre qu'elle est libre et je déduis une base de G. Et le nombre, bon, ici, il n'a pas demandé quelle est la dimension de f, mais juste c'est une conclusion simple là, puisque j'ai déterminé une base. Combien de vecteurs dans cette base? Un seul vecteur, le vecteur moins 1, donc je peux déduire la dimension. Allez, on va faire de même pour G. Je vais chercher une base de G cette fois. La différence G, c'est quoi? C'est l'ensemble des couples XY tel que la différence soit nulle cette fois. Donc, on va commencer par essayant de déterminer une famille génératrice de G. On va faire de même. Voilà, cherchons une famille génératrice de G. Si le couple maintenant il est dans G, quelle est la condition? Il faut que la différence soit nulle. Et la différence soit nulle, c'est-à-dire le deux composantes soient égales. C'est-à-dire le couple XY, comment il s'écrit? Y, Y. Ou encore y fois le vecteur en 1. Je peux noter ce vecteur W. Donc, n'importe quel couple dans G s'écrit comme constante réelle, un scalaire fois W. Donc, G égale vect de quoi? De 1, 1. C'est une famille génératrice qui contient un seul vecteur. Le vecteur est différent de 0, 0, donc la famille, elle est libre. Libre et génératrice, donc c'est une base. Donc cette famille, je vais noter par BG, qui contient un seul vecteur encore, est une base de G. En conclusion, elle contient un seul vecteur, donc la dimension de G est égale à 1. Voilà, on a déterminé une base de F et une base de G. On va passer maintenant à la troisième question. Montrer que F plus G, et vous voyez que le plus ici, il est entouré par un cercle, est égal à R. Donc, je vais vous rappeler ce symbole. Le somme entouré par un cercle, ça signifie quoi exactement? Et on travaille dans un espace E. Donc, E, un espace vectoriel. F, un sous-espace vectoriel de E. G, un autre sous-espace vectoriel de E. Quand je dis que E égale F plus G, bon, F plus G, c'est-à-dire c'est la somme de deux sous-espaces. Mais ceci signifie quoi? Déjà, on a vu ça dans une vidéo précédente, mais je vous rappelle, F plus G, c'est l'ensemble des vecteurs dans E, tels que E s'écrit comme la somme de deux éléments, E1 plus E2, avec E1 appartient à l'espace F et E2 appartient à l'espace G. F plus G, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme somme de deux vecteurs, l'un dans F et l'autre dans G. C'est ça la somme de deux sous-espaces vectoriels. Maintenant, quand je dis que R2 est égal F plus G, si seulement si quoi? Bon, l'espace E d'une façon générale et en particulier, on va voir dans R2. Quand je dis que E est égal à F plus G, si quel que soit le vecteur E dans E, on peut trouver un vecteur U1 et un vecteur U2 tel que U1 dans F, U2 dans G et U1 plus U2 égale à U. C'est-à-dire n'importe quel vecteur dans E, il s'écrit comme la somme de deux vecteurs, l'un dans F et l'autre dans G. Bon, ça, je rappelle, je suis en train de rappeler les définitions. Donc, dire que E égale F plus G, c'est-à-dire n'importe quel élément de E s'écrit comme la somme de deux éléments, l'un dans F, l'autre dans G. C'est ça la définition.
Maintenant, quand je dis que E égale F plus G direct, la somme entre F et G direct. Quand ceci? Si E égale F plus G et l'intersection entre les deux ne contient que l'élément neutre. C'est-à-dire, on dit que F est supplémentaire à G, ou bien on dit que G est supplémentaire à F, ou bien on dit que F, la somme directe de F et G est égale à E. Lorsqu'on a deux conditions, E égale F plus G, c'est-à-dire la somme de tout élément de E, n'importe quel vecteur de E s'écrit comme la somme de deux éléments, l'un dans F, l'autre dans G, et aussi une autre condition, c'est pour cette raison on a ajouté ce cercle, c'est juste pour dire que l'intersection entre F et G, il faut mettre de la tête qu'elle ne contient que zéro. C'est juste une information supplémentaire. Donc, lorsque je ne sais pas cette information, je dis tout simplement la somme F plus G. Si je connais que l'intersection ne contient que zéro, je parle de la somme directe de F et G. Maintenant, dans cet exercice, comment on va démontrer que la somme égale à R2? Je reprends, voilà, l'exercice. Il nous demande de démontrer dans la troisième question, démontrer que la somme directe est égale à R2. Puisque je vois la somme directe, donc je veux tout d'abord démontrer que l'intersection ne contient que zéro. Voilà, parce que il y en a une information à démontrer, la somme est directe. Donc je vais commencer par démontrer quoi? Que l'intersection entre F et G ne contient que zéro. Donc voilà, je réécris. Donc je suis en train de répondre à la troisième question. Je travaille toujours dans R2. L'espace E, c'est R2. F, c'est l'ensemble de couples tels que dans R2, couple réel, tels que la somme de ses composantes est nulle. G, c'est l'ensemble de couples, couple réel toujours, tels que la différence entre la première et la deuxième composante est nulle. La question veut montrer que F plus G égale à R2, la somme directe de F et G est égale à R2. Donc, le premier point, je veux démontrer que F inter G ne contient que l'élément neutre, c'est-à-dire le couple 0,0. C'est ce qu'il faut démontrer. Comment je démontre ceci? Je considère un élément quelconque dans l'intersection. Voilà, soit x, y dans l'intersection. Ici, je dois considérer un couple parce que F est formé par des couples, G est formé par des couples. Donc, un élément dans F, c'est un couple. Un élément dans G, c'est un couple. Donc, un élément dans l'intersection, certainement, c'est un couple réel. De plus, donc, puisqu'il est dans l'intersection, donc, il est dans F et aussi, il est dans G. Il est dans F, donc il vérifie la condition d'appartenance à F, c'est-à-dire x plus y doit être nul. Et aussi, il est dans G, c'est-à-dire x moins y est nul. Donc, j'ai trouvé un système. Le couple XY vérifie le système suivant. D'après la deuxième équation, il faut que les deux composantes soient égales. X égale à Y. Donc, si je remplace X par Y dans la première équation, je veux trouver que 2Y est nul. Donc, certainement, Y égale 0. Donc, ceci implique que Y égale 0 et par la suite, puisque X égale à Y, il faut que le X soit 0. Donc, le couple, et on a considéré un couple quelconque dans l'intersection, on a trouvé que nécessairement X égale 0, Y égale à 0, c'est-à-dire le couple XY égale 0, 0. Et c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer qu'il n'y a aucun élément dans l'intersection sauf l'élément neutre, sauf le couple 0, 0. Donc ainsi, on a déjà prouvé que l'intersection ne contient que 0, 0. Donc c'est pour cette raison on a mis la somme directe, ce cercle-là. Maintenant, le deuxième point, montrer que F plus G égale à R2. Dans la pratique, c'est difficile de prouver, ça revient à prouver, voilà, je considère x, y quelconque, et je veux démontrer que x, y s'écrit sous la forme x1, y1, plus x2, y2, et ceci dans F, l'autre dans G. C'est pas évident de prouver ça. Donc, c'est pour cette raison, on va un peu utiliser les propriétés sur les dimensions. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que bon, c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer toujours que ça.
Voilà, la somme de f plus g égale à R2. On sait que f plus g est un sous-espace vectoriel de R2. La somme de deux sous-espaces vectoriels, on a déjà vu ça, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, f plus g est un sous-espace de R2. Donc, la dimension de f plus g est certainement inférieure ou égale à la dimension de R2. D'accord. Mais d'après la formule de Grassmann, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de l'intersection. Mais déjà, on a calculé l'intersection. L'intersection ne contient que d'éléments neutres, donc la dimension c'est 0 de l'intersection. La dimension de f, c'est déjà calculé. On a déterminé une base de f. Elle ne contient qu'un seul vecteur, donc la dimension de f égale à 1. G aussi, on a déterminé une base de G. La dimension de G, on a trouvé, c'est égal à 1. Donc, ça nous permet de déterminer la dimension de la somme. La dimension de la somme égale à combien? 1 plus 1 moins 0. Ça fait 2. C'est égal exactement à la dimension de R2. Et donc, on a dit déjà dans un théorème précédent, si F est un SEV de l'espace E, et la dimension de f égale la dimension de E, donc certainement f égale E. C'est un sous-espace, d'une façon générale, la dimension c'est inférieur ou égal à la dimension de E. Mais si on a égalité entre les dimensions, donc il s'agit du même espace vectoriel. Ici, f plus g, c'est un sous-espace de R2, mais la dimension de f plus g égale la dimension de R2 d'après la formule de Grassmann. Donc, f plus g égale R2. Voilà, on a démontré f plus g égale R2. L'intersection ne contient que 0. Donc, la conclusion, f plus g, comme ça direct, égale à R2. On peut lire aussi, f et g sont supplémentaires dans R2. Voilà, je pense que ce premier exercice était clair, la correction était claire pour vous. Je sais que c'est le premier exercice qu'on a fait dans le cadre des espaces vectoriels de dimension finie. On a parlé de qu'est-ce qu'un sous-espace, la dimension d'un sous-espace, famille libre, famille génératrice, somme de deux sous-espaces, intersection, formule de Grassmann, plein de choses. Mais voilà, j'espère que les choses maintenant, ils sont peu claire pour vous au moins. Et j'espère qu'elle sera mieux claire euh, après le deuxième exercice qu'on va le corriger dans cette séance. On passe maintenant à un deuxième exercice. On travaille cette fois sur l'espace des quadriplés réels R4. Donc, je vous invite à essayer de faire l'exercice par vous-même et puis comparer votre travail avec la correction. Dans cet exercice, on va considérer les 5 vecteurs U1, U2, V1, V2, V3 qui sont représentés comme vous voyez. U1, c'est le quadriplé 0, 6, moins 1, 4. U2, c'est 3, 3, 1, 5, ainsi de suite. Et on va considérer f égale à vect U1, U2. Comment je peux lire ceci? Je peux dire F est le sous-espace engendré, puisque je vois vec, donc c'est un sous-espace engendré par le deux vecteurs U1, U2. G, c'est le sous-espace engendré par V1, V2, V3. La première question, déterminer une base de F, une base de G et puis la dimension de chaque sous-espace. Je commence par une base de F. Déjà, d'après ce qu'il a donné, d'après la donnée là, F égale vecteur de U1, U2 signifie que cette famille qui contient deux vecteurs U1, U2, c'est une famille génératrice. Donc la famille U1, U2 est une famille génératrice. Est-elle une base maintenant? Pour savoir si elle est une base ou pas, on va vérifier si elle est libre. Si elle est libre, donc c'est une famille génératrice et libre, elle sera une base. Si elle n'est pas une libre, donc ce n'est pas une base et on va chercher une base de F.
F est formé par exactement deux vecteurs, U1, U2. Et on sait que si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les deux vecteurs forment une famille libre. En soit, on remarque que U2 ne s'écrit pas comme constante fois U1. Je peux voir que les deux vecteurs ne sont pas linéaires, donc euh, ce sont libres. Mais pour moi, dans cette question, je veux donner la correction comme si j'ai pas remarqué que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc je veux appliquer la définition telle quelle. Donc j'écris sur ma feuille. On travaille dans cet exercice dans R4. Donc notre espace vectoriel, c'est R4. J'ai considéré F, c'est le sous-espace engendré par le 2 quadriplé U1 qui est donné par 0, 6, moins 1, 4. Et U2, c'est 3, 1, 5. Je m'intéresse à la première question, la première partie, déterminer une base de F. Alors, comment je peux commencer? Tout d'abord, on doit dire, on a cette famille U1, U2 est une famille génératrice. Génératrice de R4. Vérifions si elle est libre. Donc, libre, c'est-à-dire quoi? Soit une combinaison, soit alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 égale 0. Si elle est libre, on aura une condition nécessaire, alpha 1 égale 0 et aussi alpha 2 égale à 0. Si elle n'est pas libre, donc on ne va pas trouver cette implication, c'est-à-dire on peut avoir des constantes qui ne sont pas toutes les deux nulles. On va voir si c'est nécessaire que les deux constantes soient nulles ou pas. Alpha 1 fois E1 plus alpha 2 fois U2 égale à 0. Mais 0, c'est-à-dire 0 de l'espace vectoriel. On travaille dans l'espace de quadriplé réel, donc c'est 0 de R4. Ceci implique quoi? Alpha 1 fois le vecteur 0, 6, moins 1, 4, plus alpha 2 fois le vecteur 3, 1, 5, égale le quadriplé 0, 0, 0, 0. Donc ici, j'ai multiplié alpha fois 1 fois 0, 6 alpha 1, moins alpha 1, et 4 alpha 1, même chose là. 5 alpha 2 égale le quadriplé 0, 0, 0. Je fais la somme. Vous voyez qu'est-ce que je fais? La somme des deux composantes. 0 plus 3 alpha 2, 6 alpha 1 plus 3 alpha 2, ainsi de suite, est égal le quadriplé 0, 0, 0, 0. Maintenant, un quadriplé égal à un autre. Donc, certainement, le 3 alpha 1 est nul. Alpha 2, là, alpha 2 est nul. 6 alpha 1 plus 3 alpha 2 est nul. Parce que chaque composante est nulle là, d'après cette égalité. Encore moins alpha 1 plus alpha 2 est nul. Et 4 alpha 1 plus 5 alpha 2 est nul. Ce que je peux remarquer. Déjà, la première équation, elle me donne alpha 2 nécessairement est nul. Et si je remplace alpha 2 dans cette équation, par exemple, j'aurai 6 alpha 1 est nul, ce qui implique alpha 1 est nul. Je remplace alpha 1 par 0, alpha 2 par 0. Je trouve cette égalité, ça marche très bien. Même chose pour la quatrième équation. Et donc, une seule possibilité. Alpha 1 égale 0 et alpha 2 égale à 0. Donc, c'est nécessaire que toutes les deux composantes soient nulles pour avoir cette ligne. Et c'est la définition d'une famille libre. Ainsi, la famille U1, U2 est libre. La conclusion, c'est quoi? Cette famille forme une base de F. La famille
U1, U2 est une base de F, du sous-espace F, parce qu'il a dit par définition F est engendrée par ce deux vecteurs. Donc elle est par définition génératrice. Juste là de montrer qu'elle est libre. Donc c'est une base de F. Alors, la dimension de F égale le cardinal combien de vecteurs? Le cardinal d'une base, c'est 2. Donc la dimension de F égale à 2. Allez, on va chercher maintenant, on va reprendre, voilà la question. Donc, F égale vecte de U1, U2. C'est une famille génératrice. On a démontré que la famille U1, U2 est libre. Donc, c'est une base de F. La dimension de F égale à 1. On va faire de même maintenant, une base de G. Déjà, par définition, il a dit G égale vecte de V1, V2, V3. Donc, il a donné une famille génératrice de G. Il suffit de montrer qu'elle est libre. Si elle est libre, donc c'est une base. Allez, vérifier si la famille formée par les trois vecteurs V1, V2, V3 est une famille libre. On va faire de même pour le sous-espace G. Donc, je vais noter les trois vecteurs V1, V2, V3. V1, c'est le vecteur 1, 0, 0, 0. V2, c'est le vecteur 1, moins 1, 0, 1. Et V3, c'est le vecteur 0, 2, 1, 0. Il a dit par définition, G, c'est le sous-espace engendré par ces trois vecteurs. Il est formé par toutes les combinaisons de V1, V2, V3. Donc, par définition, c'est une famille génératrice de G. La question maintenant, est-ce que c'est une famille libre? Vérifions si la famille V1, V2, V3 est libre ou pas. Et pour ce faire, je considère une combinaison nulle, alpha 1, V1, plus alpha 2, V2, plus alpha 3, V3 égale 0. Et je me demande si cette égalité va me donner la condition alpha 1 nécessairement nulle, alpha 2 est nul, alpha 3 est nul. Si je trouve cette condition nécessaire, que cette condition est nécessaire, donc la famille est libre. Si je trouve pas cette condition, c'est pas nécessaire d'avoir les trois constantes nulles, donc la famille n'est pas libre, elle est liée. Allez, on va commencer, on va faire le calcul. Alpha 1 fois V1, c'est-à-dire alpha 1 fois le vecteur 1, 0, 0, 0, plus alpha 2 fois le vecteur V2, V2 c'est quoi? 1, moins 1, 0, 1, plus alpha 3 fois le vecteur 0, 2, 1, 0. Ceci égale 0, mais 0 de quoi? 0 de R4, c'est-à-dire le quadruplé 0, 0, 0. On fait le calcul. Essayez de faire en parallèle le calcul avec moi. Voilà pour la première ligne, je somme maintenant. La virgule ici pour séparer deux composantes consécutives. 0 plus 0 plus alpha 3, alpha 2 égale. Voilà, j'ai terminé par trouver un quadruplé égal à un autre. La première composante, donc, alpha 1 plus alpha 2 égale 0. La deuxième composante, moins alpha 2 plus 2 alpha 3 égale 0. La troisième composante, alpha 3 égale 0. Ensuite, alpha 2 égale 0. Je vais écrire ce système. Alpha 1 plus alpha 2 est nul. Moins alpha 2 plus 2 alpha 3 est nul. Alpha 3 est nul. Alpha 2 est nul. Déjà, j'ai trouvé que alpha 2 et alpha 3 sont nécessairement nuls. Si je remplace alpha 3 puisqu'elle est nulle ici, donc je vais trouver encore moins alpha 2 nul et ça marche. Pas de contradiction. Donc ça me donne alpha 2 égale 0, alpha 3 égale 0. Je remplace ici alpha 2 par 0, je trouve alpha 1 égale à 0. Donc oui, c'est nécessaire
que alpha 1 soit nul, alpha 2 soit nul, alpha 3 soit nul. Pour que cette combinaison soit nulle, il faut que les trois constantes soient nulles et c'est la définition d'une famille libre. Donc cette famille n'est pas liée. Ainsi, la famille V1, V2, V3 est une famille libre. Libre et génératrice. La conclusion, c'est une base. C'est une base de G, parce qu'elle est déjà par définition génératrice de G. Combien de vecteurs dans cette famille? 3. La dimension de G égale à combien? Égale 3. Voilà, j'ai terminé pour la première question. J'ai démontré que quoi? Que F possède une base, laquelle? U1, U2. G possède une base, laquelle? V1, V2, V3. Donc, la dimension de F égale 2, la dimension de G égale 3. Passons à la deuxième question de cet exercice. Calculez les deux vecteurs A et B. A, c'est 2 fois U1, U2 moins U1, B fois 2 fois V2 plus V3. Donc, on va essayer de calculer A et B. On va faire le calcul. Recopier U2 à quoi égal, U1 à quoi égal, V2 à quoi égal, V3 à quoi égal. Et on va faire le calcul. Allez, essayer de faire le calcul tout seul. Et puis, comparer le résultat. Donc, on va calculer d'une part A qui est égal à quoi? C'est la deuxième question de l'exercice. A égale 2 fois U2 moins U1. U2, c'est le vecteur 3, 3, 1, 5. Donc, 2 fois U2, c'est 3 fois ce vecteur, moins U1. U1, j'écris, c'est 0, 6, moins 1, 4, et je fais le calcul. 2 fois 3, 6, 6, 2, 10, moins le vecteur 0, 6, moins 1, 4. Maintenant, je fais la différence. 6, 0, 2 moins 1, ça fait 3, 10 moins 4, ça fait 6. Voilà, je peux mettre ça 3 fois le vecteur quoi? 2, 0, 1, 2, si vous voulez. Sinon, on va garder ce vecteur tel qu'il est. Le vecteur B maintenant. Il a dit B, c'est 2 fois V2 plus V3. 2 fois V2 plus V3. Donc, j'écris V2, c'est quoi? V2, c'est le vecteur 1, moins 1, 0, 1. Plus V3. V3, c'est quoi? 0, 2, 1, 0. Voilà, et je fais le calcul. Donc, 2 moins 2, 0, 2, plus ce vecteur qui est 0, 2, 1, 0. Je fais la somme. Ça fait 2, 0, 1 et 2. Voilà le vecteur P. Juste, il a dit calculer. On a calculé. Mais c'est mieux de faire la remarque toujours. On peut remarquer qu'il y a une relation entre le vecteur A et le vecteur B. C'est quoi la relation? B égale ce vecteur. Et A égale 3 fois le même vecteur. Donc, je peux dire que A égale en fait fois B. Juste une remarque. Je peux la garder comme ça, une remarque, si je veux l'utiliser dans les questions suivantes, dans les questions suivantes. Donc voilà, je remarquais juste que A, c'est 3 fois B. Je reprends l'énoncé, donc il a dit juste calculer, voilà, j'ai fait le calcul. Montrer que U1 n'est pas un élément de G. U1 n'appartient pas à G. Donc voilà le vecteur U1. Montrer que U1 n'appartient pas à G. Alors, G, ici, c'est un sous-espace formé par quoi? Il n'a pas donné la définition de G comme le quadriplé qui vérifie une condition. S'il a dit G égale à vec de V1, V2, V3. C'est-à-dire G, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme combinaison de V1, V2, V3. Donc dire que U1 n'est pas un élément de G, c'est-à-dire U1, on va démontrer que U1 ne s'écrit pas comme combinaison de V1, V2, V3. Comment démontrer ça? On va supposer par l'absurde que U1 appartient à G
c'est-à-dire que U1 s'écrit comme combinaison de ces trois vecteurs et on va trouver certainement une absurdité. Donc voilà, on va passer à la troisième question. Si vous voulez mettre en pause la vidéo, on va démontrer que E1 n'est pas un élément de G. Comment? Par l'absurde. Supposons que E1 appartient à G, donc il existe alpha 1, alpha 2, alpha 3, tel que E1 s'écrit comme combinaison, c'est-à-dire alpha 1, V1, plus alpha 2, V2, plus alpha 3, V3, et puis on va faire le calcul jusqu'à obtenir un système, et on va démontrer que le système ne possède pas de solution. Donc c'est absurde de trouver trois constantes, alpha 1, alpha 2, alpha 3, qui vérifient ça, et d'où on peut faire la conclusion d'après le principe de raisonnement par récurrence. Voilà, vous pouvez mettre en pause la vidéo, essayer, et puis comparer euh, votre essai avec la démonstration qu'on va le faire. Voilà, on va commencer. Supposons que, puisqu'on va raisonner par l'absurde, supposons que U1 appartient à G. Donc, il existe trois constantes qu'on peut noter alpha, bêta, gamma, ou bien alpha 1, alpha 2, alpha 3, trois réels essentiels, telles que quoi? U1 s'écrit comme combinaison alpha 1, V1 plus alpha 2, V2 plus alpha 3, V3. V1, c'est le vecteur 1, 0, 0, 0. V2, c'est le vecteur 1, moins 1, 0, 1. Et V3, c'est le vecteur 0, 2, 1, 0. On va faire le calcul. La première composante, c'est alpha 1 plus alpha 2. La deuxième, c'est moins alpha 2 plus 2 alpha 3. La troisième, c'est alpha 3 uniquement. Et la quatrième, c'est alpha 2. Voilà. Voilà, donc n'oubliez pas, U1, c'est quoi? C'est donné par ce vecteur. Donc ce quadruplé doit être finalement 0, 6, moins 1, 4. J'ai écrit comme ça pour voir le système. Donc ce 6 implique un système qui est alpha 1 plus alpha 2 doit être nul, moins alpha 2 plus 2 alpha 3 doit être 6, alpha 3 est égal à moins 1, et alpha 2, c'est égal à 4. Alors, j'ai trouvé déjà alpha 2, elle doit être égale à 4. Alpha 3, c'est moins 1, donc je dois vérifier cette équation. Moins 4 plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, doit être égal à 6. Mais c'est absurde. Bien sûr, absurde. C'est impossible. Moins 6 égale à 6, impossible. On a dit alpha 3 doit être moins 1, d'accord. Alpha 2 égale à 4, d'accord. D'accord, alpha 1 c'est égal à moins alpha 2, c'est-à-dire moins 4, ça marche. Mais il est impossible que moins alpha 2 plus 2 alpha 3, qui est moins 6, égale à 6. C'est impossible. Donc ce système ne possède pas de solution. Donc il est possible de trouver trois constantes telles que U1 égale constante fois V1 plus constante fois V2 plus constante fois 3. Autrement dit, il est impossible que U1 s'écrit comme combinaison de V1, V2, V3. Et donc, il est impossible que quoi? U1 soit dans G. Donc, la conclusion IA, U1 n'est pas un élément de G parce que G est formé par les vecteurs. D'après la définition ici, vous pouvez voir, G est formé par l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme combinaison de V1, V2, V3. C'est par définition. Donc, U1 ne peut pas s'écrire comme combinaison de ces trois vecteurs. Donc, U1 n'est pas un élément de G. Alors, quatrième question, en déduire la dimension de F inter G. Ici, est-ce que on va chercher une base de F inter G? Si vous pouvez déterminer une base, vous pouvez compter le nombre de vecteurs dans la base, ou bien vous utilisez les propriétés des dimensions qu'on a vues pour déduire la dimension de F inter G. Allez, on va chercher ensemble la dimension de F inter G. C'est la quatrième question. Cherchons la dimension de F inter G.
Au lieu de chercher une famille génératrice et libre, c'est difficile à faire, je veux dire f inter G. Il est inclus dans F et aussi il est inclus dans G. Donc, en particulier, il est inclus dans F. Bon, voilà, je peux écrire encore, il est inclus dans G, d'accord. Donc, la dimension de F inter G, c'est inférieur à la dimension de F. Et la dimension de F inter G est inférieure à la dimension de G. Et déjà, on a déterminé dans la première question, la dimension de F est égale à 2. La dimension de G est égale à 3. Donc, la dimension de F inter G, elle est inférieure à 2 et aussi inférieure à 3. Donc, je peux dire inférieure ou égale à 2. N'oubliez pas, la dimension, c'est toujours un entier naturel positif. Alors, soit donc, ainsi, la dimension de F inter G égale 0, ou bien la dimension de F inter G égale 1, ou bien la dimension de F inter G égale à 2. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Non. Je commence. Si la dimension de F inter G égale à 2, si la dimension de F inter G égale à 2. Or, on a dit dimension de F égale à 2. Donc, dans ce cas, sera F inter G égale F. Ceci est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y en a un élément dans G qui n'est pas dans F. Donc, il y a des éléments qui sont dans F, mais ils ne sont pas dans l'intersection. Car, déjà, on a démontré que E1, qui est dans F déjà par définition, parce que F est engendré par E1 et E2, mais E1 n'appartient pas à G. Donc, ce vecteur E1 n'est pas dans l'intersection. Il appartient à G inter F. Donc, on a trouvé un élément qui est dans F, mais n'est pas dans l'intersection, donc il est impossible que ces deux ensembles soient égaux. Et donc, dire que la dimension de F inter G égale à 2 est impossible. Alors, est-ce que la dimension de F inter G égale 0? Maintenant, si la dimension de F inter G égale à 0, c'est-à-dire F inter G ne contient que l'élément neutre, le quadriplé 0, 0, 0, 0. Il n'y a pas un autre élément dans l'intersection. Mais, vous vous rappelez de la question 2, mais dans la question 2, on a démontré que 2 fois U2 moins U1, qui est le vecteur A, est égal 3 fois le vecteur B, c'est-à-dire 3 fois le vecteur B qui est 2 fois V2 plus V3. Et ceci implique quoi? Regardez, 2 fois U2 moins U1, c'est une combinaison de U1 et U2. C'est-à-dire A appartient à F, parce que c'est une combinaison de vecteurs de F. Ici, 2V2 plus V3, ça c'est une combinaison des vecteurs dans G. Donc ça c'est dans G. Donc ce vecteur A qui est dans F est aussi dans G. D'où A appartient à F et aussi dans G. Donc A appartient à F et G. Et déjà, on a calculé A. A, on n'a pas trouvé 0, 0, 0, 0. Non. Donc, l'intersection ne contient pas que 0, 0, 0. Elle contient des autres vecteurs. Elle contient le vecteur A. Donc, est-ce que c'est possible que la dimension de l'intersection soit nulle? Non. Ainsi, l'intersection contient autre vecteur, autre que 0. Donc, la dimension de F inter G, c'est différent de 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a dit on a trois cas possibles. Soit la dimension est nulle, on a prouvé que c'est impossible. Soit la dimension est égale à 1, on ne sait pas jusqu'à maintenant. Soit la dimension est égale à 2, qui est impossible. Donc, le seul cas possible qui est resté, la dimension de F inter G égale à 1. Vous voyez là, on a raisonné sur plusieurs cas. On a dit la dimension de F inter G, soit 0, soit 1, soit 2. La dimension est égale à 0, non, c'est absurde parce qu'on a trouvé un vecteur non nul à partir de l'intersection.
La dimension de f inter g ne peut pas être égale à 2 parce que si elle est égale à 2, donc f inter g, c'est égal à f, qui est absurde. Donc, la seule possibilité, la dimension de f inter g égale à 1. Donc, ainsi, la conclusion de cette question, la dimension de f inter g est égale à 1. Donc, il suffit de trouver un vecteur dans f inter g, on a dit a, est engendré par ce vecteur a. Pour trouver une base de f inter g, puisque la dimension est égale à 1, donc on sait très bien qu'une famille génératrice est formée par un seul vecteur non nul. Voilà, A c'est un vecteur déjà de montrer que A appartient à f inter g, A est non nul. Donc voilà, f inter g engendré par le vecteur A. Je passe à la question suivante, la question 5. On va déduire la dimension de f plus g. Et là, on va utiliser quelle formule? La formule de Grassmann. Parce que toujours, pour déterminer la dimension de l'espace, si on pense à la définition, on doit chercher une famille libre et génératrice. Et c'est pas toujours évident. Si c'est une somme là, on peut penser à la formule de Grassmann. Donc, je passe à la question 5. Il a dit chercher ou bien donner la dimension de f plus g. D'après la formule de Grassmann, la dimension de f plus g est égale à quoi? Dimension de f plus dimension de g moins la dimension de l'intersection. La dimension de f égale à combien? 2, d'après la première question. La dimension de g égale à quoi? 3, d'après la première question encore. La dimension de l'intersection est égale à 1 d'après la question juste précédente. On a prouvé que la dimension de l'intersection est égale à 1. 2 plus 3, 5. 5 moins 1, c'est 4. Donc la dimension de f plus g est égale à 4. Voilà pour la question 5. Donc, sans chercher une famille libre génératrice, on a déterminé à l'aide de la formule de Grassmann la dimension de la somme de deux sous-espaces f plus g. La dernière question de cet exercice, est-ce qu'on a la somme de f plus g égale 4? Est-ce qu'on a la somme directe de f plus g égale à R4? Donc, ce sont deux questions différentes. Il nous manque un point d'interrogation là. Je commence par la première partie. Est-ce que je peux dire que la somme de f plus g égale R4? C'est-à-dire, n'importe quel quadriplet réel, je peux l'écrire comme la somme de deux éléments, l'un dans f et l'autre dans g. Comment je peux répondre à cette question? Donc, ici, je vais écrire, attends, f plus g égale à R4. Au lieu de prouver que la somme de deux éléments, ou bien n'importe quel élément de R4 s'écrit comme la somme de deux éléments, l'un dans F et l'autre dans G, ça sera beaucoup plus compliqué. Je veux travailler avec les dimensions. Or, on sait que F est un SEV, F il est inclus dans R4. G aussi, il est un SEV, donc G inclus dans R4. Et donc, la somme de deux sous-espaces est un sous-espace vectoriel de R4. Et donc, je sais que la dimension de f plus g est inférieure ou égale à la dimension de R4, qui est égale à 4, la dimension de R4. Bien sûr, on a démontré que la dimension de Rn, d'une façon générale, est égale à n. On a déjà calculé la dimension de f plus g. À quoi est égal? Or, la dimension de f plus g est déjà calculée, c'est égal à 4. On n'a pas l'inégalité, on a carrément l'égalité d'après la question précédente. Et le 4, c'est la dimension de l'espace. Qu'est-ce qu'on a dit dans la propriété précédente? On a dit si on a un sous-espace H inclus dans E, sous-espace vectoriel, et la dimension de H égale la dimension de E, donc c'est le même sous-espace. Ceci implique que H égale à E.
C'est lequel? On a f plus g est un sous-espace de R4 et la dimension de f plus g égale la dimension de R4. Ainsi, c'est le même sous-espace. Donc f plus g égale à R4. Cette ligne signifie quoi? On a démontré, sans passer par la famille libre, génératrice, base, ainsi de suite, uniquement par les dimensions, que n'importe quel quadriplé réel, il s'écrit, je peux l'écrire comme la somme de deux éléments, l'un dans f et l'autre dans g. La deuxième partie de la même question, est-ce que la somme est directe? Est-ce que la somme directe de f plus g est égale à 4? Bon, je réexplique c'est quoi la différence entre cette ligne et celle-là. Plus g égale à 4 et la somme, cette ligne-là, et celle-là. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, plus g égale à R4, c'est-à-dire tout élément de R4 s'écrit comme la somme de deux éléments, l'un dans F, l'autre dans G. Ça, c'est clair. F plus G comme ça, somme directe égale à R4, c'est-à-dire deux points. D'une part, F plus G égale à R4, et d'autre part, l'intersection ne contient que l'élément neutre. Il y a une information encore de plus là. Lorsque je mets la somme en un cercle, entouré par un cercle, c'est-à-dire je sais que l'intersection ne contient que 0. Est-ce qu'on a ça? Est-ce que maintenant, juste je reprends la question, attends, f plus g égale à R4? Non, car l'intersection ne contient pas 0 seulement. On a dit A appartient à f inter g. Le vecteur A qu'on a calculé dans la question 2, il est dans l'intersection. Et donc l'intersection, elle contient plus que l'élément neutre. Il y a des autres éléments. Il y a le A là. Et donc, non, on n'a pas la somme directe égale à R4. On ne peut pas dire que F et G sont supplémentaires. Donc voilà, c'est terminé. On a dit F plus G égale à R4. Oui, la somme de F et G égale à R4, mais c'est pas une somme directe. La somme n'est pas directe entre F et G. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre attention et une prochaine vidéo, Inch'Allah.